Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, prends un masque et un tuba, on va plonger sous l'eau et partir à la rencontre de ceux qui y vivent. Les poissons. C'est vrai qu'entre l'océan, les rivières et les fleuves, dans notre région, des petits ou des gros poissons, il y en a un paquet. Mais au fait, tu sais ce que c'est un poisson ? Bah oui, évidemment, c'est un animal qui vit sous l'eau. Oui, mais pas que. Regarde l'étoile de mer, l'écrevisse ou le crabe. Eux aussi, ils vivent sous l'eau. Et pourtant, ce ne sont pas des poissons. Les poissons, ce sont des animaux vertébrés. C'est-à-dire qu'ils ont un squelette comme les oiseaux, les mammifères ou les reptiles. Parfois, ce squelette est composé d'os bien durs, qu'on appelle les arêtes, ou bien de cartilage un peu mou. C'est le cas des requins, par exemple. Bon, les requins, rien que d'en parler, ça me fait peur. Pourtant, le requin, il est bien moins dangereux pour l'homme que le moustique. En piquant, le moustique tue plus d'humains en 24 heures que le requin en 100 ans. On en a parlé dans un autre épisode des Petits Drôles. Et puis, des requins, il y en a plein d'espèces différentes. Ce ne sont pas tous des monstres comme dans les films. Sur la côte atlantique, on trouve principalement des requins mako et des requins peau bleue. Selon les spécialistes, ils ne sont pas agressifs et ne s'approchent généralement pas des humains. En tout cas, il n'y a jamais eu d'attaque de requins dans le Sud-Ouest. Ah, ouf. Et tu sais comment ils respirent, les requins et tous les autres poissons ? Par leurs narines ? Raté ! Le nez des poissons leur sert juste à sentir les odeurs. Mais comme ils vivent sous l'eau, ils ne peuvent pas respirer comme nous. Alors à la place des poumons, ils possèdent des branchies. Les branchies, ça ressemble à des petites lamelles dans lesquelles le sang circule. Quand les poissons nagent, elles aspirent l'oxygène de l'eau et se débarrassent du dioxyde de carbone, ou CO2. Ce CO2 est ensuite évacué par les ouïes, de petites ouvertures qu'on trouve de chaque côté de la tête. Elles s'ouvrent et se ferment tout le temps. Les poissons n'ont pas non plus de pattes. Pour se déplacer sous l'eau, ils ont des nageoires. Sur le dos, c'est la nageoire dorsale. Sur le ventre, les nageoires pelviennes ou anales. Et sur la queue, la nageoire caudale. Et puis la plupart des poissons ont des écailles de différentes formes. Ah, c'est ça qui leur donne toutes leurs belles couleurs. Oui et non. Les bébés poissons qu'on appelle des alevins sont transparents lorsqu'ils naissent. Leurs couleurs n'apparaissent que plus tard grâce à des pigments qui se trouvent dans les cellules de leur peau. Et cela ne sert pas qu'à faire joli. Les couleurs de ces poissons peuvent avoir deux fonctions opposées. Passer inaperçues, pour se protéger des prédateurs, ou bien au contraire être vues, pour se reconnaître au milieu de toutes les espèces sous-marines. Bref, tout est fait pour survivre coûte que coûte et se reproduire. Presque tous les poissons sont ovipares, c'est-à-dire que les femelles pondent des œufs. Mais certains, plus rares, sont vivipares. La femelle donne directement naissance à des bébés poissons. Mais ces bébés marines, ils font comment pour ne pas avoir froid s'ils naissent dans l'eau glaciale d'une rivière ou d'un océan ? Contrairement à celui des humains qui est chaud, le sang des poissons est froid, pour que leur corps se mette à la même température que leur environnement. Ils ne peuvent donc pas ressentir le chaud ou le froid. Et même en plein hiver, quand la température de l'eau est proche de 0 ou que la surface gèle, les poissons survivent sous la glace, car leur sang a un super pouvoir. Il contient une substance qui l'empêche de geler. Ah, trop fort ! Pour les scientifiques, les poissons ne sont pas un vrai groupe d'animaux. Ce sont plutôt plein de petits groupes qu'on réunit parce qu'ils se ressemblent un peu, et puis parce que c'est plus facile de les étudier ensemble. Et la science qui étudie les poissons s'appelle l'ichtyologie. Elle est très importante pour comprendre comment ils vivent et surtout comment les protéger. Oui, car les poissons sont précieux. Dans le monde entier, ils jouent un rôle très important dans l'alimentation des hommes. D'ailleurs, on en mange de plus en plus. Leur consommation est passée de 18 millions de tonnes à 149 millions de tonnes en 60 ans. Manger plus de poissons, ça veut dire pêcher plus de poissons. La plupart des espèces que l'on mange viennent des mers ou des océans, car les poissons sont plus nombreux que dans les rivières, et on peut les pêcher en plus grande quantité. Mais la ressource n'est pas illimitée. Quand tu penses à la pêche, tu imagines sûrement les pêcheurs à pied avec leurs cannes, ou bien les jolis chalutiers amarrés dans les ports de La Rochelle ou de Cibourg. Beaucoup de pêcheurs travaillent de manière artisanale,
à bord de petits bateaux avec lesquels ils ramènent quelques caisses de poissons qui seront vendues à la criée aux poissonniers de la région. Mais à côté de cette pêche traditionnelle, aujourd'hui, certains bateaux-usines sont gigantesques. Ils vont pêcher très loin dans l'océan à l'aide d'énormes filets qui raclent les fonds marins et attrapent tout sur leur passage. Cette technique de pêche industrielle est très critiquée, car elle vide les océans de leurs poissons et elle blesse ou tue des animaux marins comme les dauphins ou les tortues qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Pêcher trop de poissons par rapport à ce que l'océan peut supporter, ça s'appelle la surpêche. Et à cause d'elle, certaines espèces de poissons autrefois très répandues sont aujourd'hui rares et même menacées. Le thon rouge par exemple, c'est devenu un produit de luxe vendu très cher. Pour empêcher la surpêche, certains pays ont instauré des lois, mais elles ne sont pas vraiment respectées. Le moyen le plus sûr d'y remédier, c'est surtout de ne pas acheter les poissons qui en sont issus, et choisir de manger moins de poissons, mais de meilleure qualité, en se renseignant avant chez le poissonnier. Du coup, plus de poissons panés ou de saumon à tous les repas. C'est décidé, je mangerai du merlu, du maigre ou de la baudroie. Ah oui, et puis tu as du choix. Il existe dans le monde environ 28 000 espèces de poissons différentes, aux tailles, couleurs et formes très variées. Ils vivent dans l'eau douce, dans les rivières et les lacs, ou bien dans l'eau salée, dans les mers ou les océans. Certains vivent même dans les deux endroits à la fois, car ils voyagent entre mer et rivière. On les appelle les poissons migrateurs. Et comme ils parcourent parfois des centaines de kilomètres, ils sont particulièrement exposés aux risques, alors il faut les protéger. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Swan et j'ai 8 ans. Bonjour Swan. Tu vas pouvoir poser tes questions à François Albert. Il fait partie du programme Migrateur Charente-Seudre qui recense les poissons migrateurs dans les cours d'eau pour mieux les protéger. C'est quoi un poisson migrateur? Le poisson migrateur désigne chaque espèce de poisson qui se déplace tous ensemble d'un lieu vers un autre à une époque déterminée. Alors, c'est vrai que tous les poissons se déplacent entre différents secteurs, mais ceux que l'on qualifie de migrateurs se distinguent par des distances parcourues pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, et surtout avec un passage entre les eaux douces des cours d'eau et les eaux salées de l'océan. En fait, ce sont de véritables aventuriers qui ont besoin de voyager afin d'assurer leurs besoins biologiques, naître, grandir, vivre et se reproduire. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons migrateurs dans le sud-ouest? Dans le sud-ouest, nous pouvons observer plusieurs espèces de poissons que l'on appelle grands migrateurs. Alors, certains viennent dans nos cours d'eau pour se reproduire. C'est le cas des esturgeons européens, espèce en danger critique d'extinction et qui n'est présente dans le monde que sur le bassin Gironde-Garonne-Dordogne. Il y a également le saumon atlantique, espèce emblématique de nos cours d'eau, qui remonte en eau douce dans la rivière où il est né. On peut aussi nommer les aloses, la lamproie marine. N'oublions pas l'anguille européenne, qui fait un cycle inverse par rapport aux espèces que j'ai présentées précédemment, et qui vient dans nos cours d'eau pour grandir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les poissons migrateurs sont en danger. Leur population est menacée et certaines espèces risquent l'extinction. Par exemple, nous comptions dans les années 2000 autour des 30 000 aloses par an au niveau de Golfech-sur-la-Garonne, alors qu'aujourd'hui, nous sommes régulièrement en dessous de 500 individus par an. En 2022, nous avons dénombré 200 saumons à Tuilière sur la Dordogne, contre une moyenne de 395 saumons par an sur les 10 dernières années. Enfin, cette année 2023, sur la Charente, nous avons dénombré seulement 2 individus de lamproie marine, contre une moyenne de 420 par an sur les 10 dernières années. Comment font les poissons migrateurs pour se déplacer? La migration chez les poissons est un phénomène instinctif. Ils migrent en général de manière cyclique en relation avec les besoins de reproduction ou de nourriture. Les migrations sont souvent déclenchées par les conditions de température du milieu, de débit des rivières ou encore de la durée du jour. Et donc, suivant les espèces, ils remontent ou descendent les fleuves et rivières. D'où l'importance du bon état des cours d'eau puisque leur survie en dépend. En effet, la principale menace réside dans la présence d'obstacles à la migration sur les cours d'eau. Sont également en cause l'altération de la qualité de l'eau et de leurs habitats, ainsi que la surpêche.
Pourquoi c'est important de les protéger? Ces espèces sont emblématiques et elles font partie du patrimoine naturel et culturel des territoires qu'elles traversent. Est-ce qu'on peut faire des choses pour les aider à voyager sans danger? Les choses que nous pouvons faire, je dirais, premièrement, améliorer la qualité de l'eau et avoir une quantité d'eau suffisante. Pas d'eau, pas de poisson. Deuxièmement, leur permettre de se déplacer librement par l'aménagement de passes à poissons, voire par l'enlèvement des barrages qui n'ont plus d'utilité. Et je dirais troisièmement, agir sur les habitats pour restaurer les zones de reproduction, de nurserie pour les petits poissons ou d'alimentation. Aujourd'hui, on observe des améliorations. Mais bon, le cycle de vie des poissons étant différent pour chaque espèce et inscrit souvent dans des temps longs, les résultats seront visibles sur le long terme. De nombreuses actions sont encore à mettre en place. Le savais-tu? Dans le sud-ouest, il n'est pas rare de croiser des dauphins et des baleines. Mais même s'ils leur ressemblent beaucoup aux premiers abords, ces animaux ne sont pas des poissons. Ce sont des mammifères, comme nous, qui appartiennent à la famille des cétacés. Et comme ils n'ont pas de branchies mais des poumons, ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. C'est pour ça qu'on en voit parfois sauter à la surface de l'océan. Ils viennent respirer l'air grâce à leur évent, une sorte de grosse narine située au-dessus de leur tête. La partie de l'océan Atlantique qui s'étend des Landes au Pays Basque est l'une des zones au monde où il est le plus facile d'observer les dauphins et les baleines. C'est grâce à une spécificité de la région. Le gouffre de Cap-Breton est une grande fosse marine de plus de 4000 mètres de profondeur. Dedans, dauphins et baleines trouvent facilement à manger et ils protègent leurs petits quand ils viennent de naître. Tu sais que les poissons, eux aussi, ils dorment. Pas vraiment de la même manière que les autres animaux, certes. Comme ils n'ont pas de paupières, ils ne peuvent pas fermer les yeux. Quand ils sont fatigués et qu'ils ont besoin de se reposer, ils s'immobilisent au fond de l'eau ou nagent plus lentement. Le rythme de leur cœur ralentit, leur cerveau met certaines fonctionnalités en pause. Mais gare aux prédateurs pendant ces périodes d'inactivité. Pour se protéger et dormir tranquillement, de nombreux poissons mettent en place des stratagèmes qui leur permettent de passer inaperçus. Certains changent de couleur, d'autres sécrètent un mucus gélatineux pour s'y cacher ou bien trouvent un abri au creux d'un rocher. Dans les rivières du sud-ouest, un poisson attire particulièrement les amateurs de pêche à sensation. C'est le silure, un énorme poisson d'eau douce qui peut mesurer plusieurs mètres, peser plus de 100 kilos et vivre des dizaines d'années. Ce monstre des rivières n'est ni un poisson nuisible, ni un mangeur d'hommes, d'enfants ou d'animaux. C'est juste un gros prédateur opportuniste qui se cache dans le fond des rivières en attendant ses proies. Mais pour les pêcheurs, réussir à attraper un silure est un véritable défi. Il faut être patient, résistant et déployer une force incroyable pour parvenir à sortir de l'eau ce lourd carnassier, qui ne se laisse pas facilement attraper. Tous les ans, le 1er avril, les enfants, et aussi les adultes, se racontent des blagues et se collent des poissons en papier dans le dos. Cette tradition du poisson d'avril remonte au XVIe siècle. À cette époque, en France, le calendrier n'était pas le même dans toutes les régions, et certains fêtaient le Nouvel An au début du mois d'avril. Pour que les dates soient les mêmes partout, en 1564, le roi Charles IX a décidé que le 1er janvier serait le premier jour de l'année dans toute la France. Mais vu qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision ni Internet, tout le monde n'était pas au courant de ce changement. Et certains continuaient de fêter le Nouvel An le 1er avril, en s'offrant des cadeaux, notamment du poisson. Pour se moquer de leur erreur, ceux qui savaient leur offraient alors de faux poissons. Et voilà comment une blague pas très gentille au départ est devenue une tradition très rigolote aujourd'hui. As-tu bien tout retenu? Comment respirent les poissons? Avec des poumons? Avec des tentacules? Ou avec des branchies? Les poissons respirent avec des branchies. Ce sont de petites lamelles dans lesquelles le sang circule. Quand les poissons nagent, elles aspirent l'oxygène de l'eau et se débarrassent du dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'un poisson migrateur? Un poisson qui saute hors de l'eau? Un poisson qui voyage entre rivières et océans? Ou un poisson qui chante?
Un poisson migrateur, c'est un poisson qui se déplace au cours de sa vie entre mer et rivière. Les saumons, les truites ou encore les lamproies sont des poissons migrateurs. Ils vivent en mer, mais viennent se reproduire en rivière. L'anguille, elle, se reproduit en mer, mais vient grandir en rivière. C'est l'inverse. La surpêche, c'est le fait de pêcher des gros poissons. Vrai ou faux? C'est faux. La surpêche, c'est le fait de pêcher plus de poissons que la nature ne peut le supporter. En ne respectant pas l'équilibre des océans, on les vide petit à petit de tous leurs poissons, jusqu'à faire disparaître des espèces entières. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. Et si les poissons t'intéressent, dans le sud-ouest, tu peux aller les observer de plus près. Sur la côte atlantique, il existe plein d'activités de pêche, de plongée, mais aussi des excursions en bateau pour aller voir les dauphins et les baleines. Et si tu préfères rester à terre, à La Rochelle ou à Biarritz, 2 grands aquariums présentent des centaines d'espèces marines, tandis que l'aquarium du Périgord noir, au Bug, est le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles, et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest.